Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nous vous parlons régulièrement ici, notamment avec ce collectif Interurgence d'ailleurs, de l'état pitoyable de l'hôpital français aujourd'hui. Eh bien voilà, des signaux qui sont envoyés par le gouvernement qui ne sont pas forcément positifs dans ce sens-là à l'occasion du remaniement gouvernemental. Lundi 4 juillet dernier, c'est à l'urgentiste François Braun qu'a échu le ministère de la Santé. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours de nomination. Les urgences générales, pédiatriques, psychiatriques, gynéco-obstétricales sont malades. L'hôpital public n'est pas bien et tout notre système de santé est à bout de souffle. Loin des incantations, des yaka faucons, je compte conduire une rénovation de notre système de santé, aidé par Agnès, centrée sur les besoins de santé des Français, au plus près des différents territoires de la République. Alors François Braun compte lancer une rénovation du système de santé, mais comment ? Il a été, je le rappelle, un chef de service des urgences de l'hôpital de Mercy du centre hospitalier régional de Metz-Thionville entre 2010 et 2022. Depuis 2014, il est également président du syndicat SAMU Urgences de France. Et lors de la dernière campagne présidentielle, il avait déjà été référent santé pour Emmanuel Macron. Il devient connu du grand public au mois de juin dernier, rappelez-vous, pour cette fameuse mission flash sur les carences de l'hôpital en France. D'ailleurs, il ne rendra qu'une version non définitive de son rapport. Bon, alors, on l'a accusé pour cette mission flash d'avoir une vision, on va le dire comme ça, très libérale, où il proposait notamment de procéder au tri des patients à l'entrée des urgences par téléphone, en priorisant les patients dont le pronostic vital est engagé, en réorientant les autres vers la médecine de garde. Le rapport conseillait même, cette mission flash, d'autoriser la suspension d'activité partielle d'un service d'urgence. Voilà, donc si le service ne peut pas fonctionner, vaut mieux le fermer. Et puis les urgences, ça ne peut plus être un open bar, disait-il, on ne peut plus servir à tout, avait affirmé François Braun lors d'une conférence de presse au Congrès des urgences. Écoutez un extrait où on lui reprochait justement de faire du temporaire, eh bien, il répond. Concernant la mission, heureusement que ce sont des mesures de court terme pour passer l'été, parce que c'était l'objectif de cette mission. Donc c'était de passer l'été. Bien entendu, si je suis là aujourd'hui, c'est pour continuer au-delà. Il va continuer au-delà, il propose une rénovation du système de santé, mais est-ce que cela va correspondre aux véritables besoins de l'hôpital ? C'est la question que l'on pose aujourd'hui à Christophe Prudhomme. Bonjour Christophe Prudhomme. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU 93 et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, l'AMUF. Et je crois que vous n'êtes pas satisfait par cette nomination que vous qualifiez de véritable provocation. Oui, tout à fait, puisque Monsieur Braun, juste après avoir remis son rapport, est nommé ministre. Donc, c'est pour appliquer ce rapport. Or, ce rapport est une catastrophe. C'est une véritable rupture de service public, puisque les urgences ferment la nuit. Il faut savoir que dès sa nomination, les agences régionales de santé ont entériné la fermeture des urgences la nuit dans de très nombreux départements. C'est-à-dire que maintenant, il faut un sauf-conduit pour pouvoir venir aux urgences. Il faut appeler le SAMU Centre 15. Alors, vous savez, les SAMU Centre 15 aujourd'hui sont sous tension. Et les appels supplémentaires que ces centres de régulation vont devoir gérer vont entraîner de graves dysfonctionnements avec un risque d'effondrement des SAMU. Il faut savoir que les citoyens sont des bons élèves. On leur explique qu'il ne faut pas venir directement aux urgences. Moi, j'étais de garde ce week-end au SAMU de Seine-Saint-Denis. Les gens appelaient en s'excusant, en disant écoutez, on ne veut pas déranger, on ne veut pas venir aux urgences. Le problème, c'est que cet afflux d'appels sans personnel supplémentaire faisait que nous avions un temps de décrocher qui était catastrophique. Il faut savoir que si on noie les appels pour les maladies graves, les arrêts cardiaques, les infarctus au milieu d'appels tout venant, eh bien, quand on a un taux de décroché pour un arrêt cardiaque qui est à 5-6 minutes, eh bien, ça s'appelle une perte de chance par défaut de moyens. Une perte de chance par défaut de moyens, ce sont des morts évitables. Mais ces personnes-là, donc vous conseillez quoi aujourd'hui ? Qu'elles continuent d'aller aux urgences, même si les choses ne sont pas si graves et que le tri se fasse, que ce soit régulé aux urgences ? Écoutez, il faut savoir que
Le problème des urgences aujourd'hui ne sont pas les gens qui viennent sur leurs deux jambes et qui repartent sur leurs deux jambes, qui viennent parce qu'ils ne trouvent pas d'autres solutions ailleurs. La médecine générale de ville est sinistrée, il n'y a plus d'organisation des gardes, donc le seul recours sont les urgences. Donc, faut arrêter de stigmatiser et de culpabiliser les patients. Le problème des urgences aujourd'hui, ce sont principalement les 20% de patients que l'on doit hospitaliser, qui sont souvent des personnes âgées, pour lesquelles nous n'avons pas de lit et qui restent sur des brancards et qui alourdissent la charge de travail aux urgences et qui rendent ce travail impossible. Et donc, ce problème-là n'est pas réglé puisque M. Braun a fait partie de ceux qui ont validé les fermetures de lits ces dernières années, avec les différents gouvernements qui se sont succédés. Oui. Il faut savoir que le bilan de M. Macron, c'est 17 500 lits fermés en pleine crise Covid. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise qui était prévisible. Il faut savoir que nous étions déjà dans la rue en grève. Vous citiez le collectif Interurgence avec lequel nous sommes 10 organisations depuis 2019 à réclamer toute autre chose que ce que nous propose aujourd'hui M. Braun et le gouvernement de M. Macron. Voilà, on n'a pas été entendu. Quand aujourd'hui on ferme des hôpitaux, on ferme des lits parce qu'il manque d'infirmières, il faut savoir que si on nous avait écouté en 2019, on demandait un plan de formation massif, mais il faut 3 ans pour former une infirmière. Donc 2019-2022, les premières infirmières formées arriveraient aujourd'hui pour travailler dans les services. Et puis l'autre chose, c'est que la déception par rapport aux fameuses mesures du Ségur qui n'ont pas répondu aux attentes des professionnels font qu'aujourd'hui, on assiste à des démissions massives des personnels, aides-soignantes, infirmières et médecins dans les hôpitaux publics. Voilà, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on est face à une politique qui détruit l'hôpital public. Oui, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette politique avant d'aller dans l'état sinistré de l'hôpital aujourd'hui. La politique, vous l'avez dit, 17 500 lits fermés sous Emmanuel Macron, ça avait commencé avant. Depuis 2003 jusqu'en 2016, on est allé jusqu'à 64 000 lits d'hospitalisation fermés. Comment, même sur l'année 2020, en pleine crise sanitaire, alors qu'on enferme l'ensemble de la population en lui disant que s'ils sortent de chez eux, ils peuvent mourir, comment, là, 5 700 lits peuvent être fermés? Quelle est cette politique qui, au lieu de prioriser sur, le fait de pouvoir recevoir à l'hôpital l'accueil des patients, comment on peut comprendre que même en pleine pandémie, cette pandémie qui a fait si peur et dont on a tant parlé, comment on peut comprendre qu'on ferme encore des lits à ce moment-là? Écoutez, parce qu'en face de nous, nous avons des tueurs du service public. Il faut savoir que cette politique, elle est concertée depuis des années. Il y a 2 grands services publics qui mobilisaient essentiellement des fonds publics et sur des sommes très importantes, que sont l'éducation nationale et le système de santé. Aujourd'hui, la logique, c'est de détruire ces services publics pour que l'alternative, pour ceux qui pourront se la payer, soit le privé, c'est-à-dire l'école que j'ai à côté de chez moi est de mauvaise qualité, eh bien, je vais mettre mon enfant dans une école privée, si je peux le payer. C'est la même chose pour l'hôpital. L'hôpital étant tellement dégradé, je vais essayer de prendre une assurance privée qui va m'offrir un circuit privilégié dans un système privé d'hospitalisation. Voilà, c'est ça la logique. C'est une logique qui nous mène à un système à l'américaine, un système américain très inégalitaire, et c'est pas du tout ce que nous souhaitons, nous, les professionnels de terrain. Il faut savoir que M. Braun, c'est très grave. M. Braun est médecin. Il connaît ce qu'on appelle la bibliographie, c'est-à-dire les études médicales sur la sécurité des patients. Or, les études montrent que si l'on ne maintient pas un maillage de services d'urgence qui permettent à tout citoyen d'être en 30 minutes en voiture d'un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an, eh bien, il y a une surmortalité. Voilà. Parce que quand vous avez une douleur au niveau abdominal, ça peut être pas grand-chose, une gastroentérite, mais ça peut être aussi une occlusion qui nécessite une intervention chirurgicale dans un délai assez rapide. Et ça, on ne peut le savoir que si on a examiné le patient. Ça ne peut pas se diagnostiquer au téléphone. Et puis, vous savez, au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Les gens appellent. Comme on n'a plus de médecins qui font de visites à domicile, comme on n'a pas d'autre moyen que de dire aux gens, mais écoutez, j'ai un doute, venez aux urgences. Donc, c'est retarder la venue aux urgences, c'est surcharger les SAMU pour finalement n'avoir comme seule solution que de dire aux gens de venir aux urgences. Et puis alors, sur les autres mesures, concernant les lits, puisqu'on en parlait, écoutez, M. Braun a ressorti une vieille mesure qui était une invention de Mme Bachelot quand elle était ministre de la Santé, les gestionnaires de lits. Alors, ça fait mieux quand on utilise la terminologie anglaise, les bed managers. Écoutez, les bed managers, c'est très bien pour l'industrie hôtelière, mais sûrement pas pour l'hôpital. À l'hôpital, on a besoin de lits
pour coucher les patients, pour qu'ils soient dans de bonnes conditions et qu'on puisse les soigner correctement et qu'ils n'attendent pas sur des brancards. Et ce n'est pas un gestionnaire de lit qui trouvera les lits qui n'existent pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les maisons médicales de garde qui sont aussi une solution qui a montré son inefficacité pour soulager les urgences, sa inefficacité pour les patients qui ne trouvent plus de consultation sans rendez-vous en ville parce qu'il n'y a pas assez de médecins généralistes. Oui. Mais ça ne soulage pas les urgences. Donc voilà, donc M. Braun à la fois recycle des vieilles mesures qu'on a évaluées et qui n'ont pas apporté satisfaction, et ces autres mesures sont catastrophiques pour la population. Il faut savoir que M. Braun, vous savez, moi je représente le principal syndicat de médecins urgentistes, oui. L'association des médecins urgentistes. M. Braun a rédigé son rapport sans nous rencontrer. Donc on voit bien que c'était une opération politicienne pour pouvoir passer le temps des législatives sans que le sujet de la santé n'émerge pendant cette période. Et on aura un rapport le 1er juillet, l'été est déjà commencé, et l'été va être catastrophique, n'en déplaise à M. Braun, qui ne va servir qu'à faire la tournée des popotes, mais qui est responsable parce qu'il a accompagné, je vous le répète, toutes les réformes de ces dernières années, les fermetures de lits, la réduction du nombre de services d'urgence. Là, il a entériné la fermeture de SAMU. Aujourd'hui, il dit qu'il faut appeler le SAMU. Mais M. Braun a entériné, par exemple, très récemment, la fermeture du SAMU de la Nièvre. Il faut savoir que pour la région Franche-Comté, il n'y a plus qu'un seul SAMU à Besançon pour toute la région. Comment voulez-vous gérer les appels pour toute une région sur un seul site ? C'est déraisonnable. Donc voilà, donc M. Braun, quand il était en poste de responsabilité professionnelle, déjà militait pour une politique qui était mortifère pour le service public, et maintenant qu'il est ministre, nous sommes très inquiets de la suite parce qu'il va poursuivre cette politique de démantèlement du service public. Bah oui, on comprend très bien que vous soyez inquiet, mais la question c'est comment quelqu'un qui a travaillé dans les urgences n'a pas pu réaliser, ou alors l'a réalisé, mais applique une politique radicalement opposée à celle du sauvetage de cet hôpital et de ses urgences. Comment on arrive à une telle opposition ? Ah ben vous savez, le pouvoir corrompt. Hein, voilà, vous savez, il fait partie de ces médecins qui ne sont plus sur le terrain, qui passent leur temps dans les bureaux au ministère, dans les bureaux, dans les agences régionales de santé, et puis qui aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, pour un médecin, voyez, de chef de service qui est pas, vous voyez, il fait pas partie de cette noblesse de la médecine, des professeurs, etc. Arrivé ministre de la Santé, écoutez, voilà, ça ne se refuse pas, mais enfin, vous savez, il sera un pantin parce que le ministère de la Santé tel qu'il est formaté aujourd'hui, vous savez, avec M. Macron, les ministres ont très peu de marge de manœuvre. Tout est piloté par l'Élysée. Hein. Tous les ministères sont doublés à l'Élysée. Et la particularité du ministère de la Santé, c'est qu'il a très peu d'autonomie parce que ce qui compte, ce sont les finances, et c'est Bercy qui pilote le ministère de la Santé. On l'a vu. Vous savez, si on n'avait pas renouvelé le stock de masques, c'est parce qu'à l'époque, dans l'arbitrage, et qui était à Bercy, M. Macron, on n'a pas donné l'argent au ministère de la Santé pour renouveler le stock de masques. Et pourtant, c'était recommandé dans un rapport, je me rappelle, je crois que c'était un rapport de 2017, non ? Qui recommandait d'avoir le nombre de masques. Mais nous sommes face à des gens qui ne pensent qu'à l'argent. L'humain, pour eux, ça ne compte pas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec le scandale dans les EHPAD, Orpea. Orpea aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose pour Orpea, qui est un vrai problème, parce qu'on a énormément de personnes qui sont dans les EHPAD, qui arrivent aux urgences, et qui n'ont rien à faire aux urgences, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de médecin dans les EHPAD et il n'y a pas d'infirmière la nuit. Et alors qu'Orpea devrait être mis sous tutelle, qu'on devrait saisir ses livres de compte parce qu'ils ont fraudé et qu'ils rendent l'argent qu'ils ont fraudé à la sécurité sociale et aux impôts, on nomme M. Guillaume Pépi, qui était l'ancien PDG de la SNCF, à la direction d'Orpea. On est face à un gouvernement qui aujourd'hui... De corruption, de pantouflage, oui. Ils ne pensent qu'à leurs amis, qui sont ceux qui vont les recevoir dans les conseils d'administration quand ils seront plus députés, quand ils seront plus ministres. C'est ça le problème du monde politique que l'on a à l'heure actuelle. Ils ne sont plus là pour la chose publique. Ils sont là, pour de passage, avant de partir faire du business. Et quand ils sont politiques, eh bien, ils votent des lois qui favorisent le business pour leurs amis qui vont les accueillir quand ils ne seront plus élus. Vous parlez de la chose publique, c'est intéressant. Est-ce que vous croyez aussi que c'est peut-être l'influence de certains cabinets de conseil privés, on a beaucoup parlé notamment de McKinsey, qui ont une vision ultra-libérale de gestionnaire de biens plutôt que service public? Est-ce que vous croyez que c'est ça aussi qui joue, qui influence la politique actuellement? Ah mais tout à fait, mais vous savez, ça c'est aussi une stratégie des gens qui nous gouvernent. On détruit l'administration, il n'y a plus de compétences dans l'administration,
Et on dit, ah, vous voyez, on n'a plus les personnes pour faire, donc on est obligé d'aller solliciter des cabinets de consultants qui coûtent très cher, très cher. On a vu les rapports. Bien sûr. Mais c'est un scandale parce que ces cabinets de consultants, ils ont déjà la conclusion, puisque quand ils signent le contrat, c'est pour un objectif. Donc, ils ont déjà la conclusion. Et vous savez, un certain nombre de rapports qui sont faits, moi je vis ça à l'hôpital aujourd'hui pour les restructurations hospitalières, vous savez, ces rapports d'un hôpital à l'autre, c'est du copier-coller. Oui. Des rapports qui coûtent 100 000 Même euros. d'un pays à l'autre, ça a été prouvé qu'il y avait exactement le même rapport de McKinsey en France et en Australie. Bien sûr. Mais un rapport qui coûte 100 000 euros, je vous le rédige en une semaine, moi, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Et voilà, c'est scandaleux ce système aujourd'hui. Et donc, vous savez, on ne nous a pas écoutés, mais il y a 2 mesures immédiates que l'on proposait pour passer l'été dans de bonnes conditions. C'est que l'ensemble des médecins se partagent la charge de ce qu'on appelle la garde. Si tous les médecins, pas simplement les généralistes, mais les généralistes, les spécialistes qui travaillent en ville, en clinique ou à l'hôpital, assurent les gardes de nuit, le week-end et les jours fériés, la charge de travail pour chacun est relativement limitée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on privilégie les visites à domicile, en particulier pour les personnes qui ne peuvent pas les placer, principalement les personnes âgées, qu'elles soient dans leur domicile propre ou en EHPAD, pour éviter qu'elles viennent aux urgences où elles sont accueillies dans des conditions inadmissibles aujourd'hui. Si vous avez un médecin qui passe en soirée pour voir une personne âgée et qu'ensuite il y a une infirmière qui passe un peu plus tard dans la soirée ou le lendemain matin, ça permet de traiter les gens à domicile et d'éviter un passage aux urgences et une hospitalisation. Or aujourd'hui, eh bien écoutez, il n'y a aucune volonté de rétablir ces visites à domicile. On dit aux gens, prenez rendez-vous sur Doctolib et allez à la maison médicale de garde. Mais quand vous avez 75 ans et que vous n'avez pas de voiture, eh ben, Doctolib, vous ne savez pas le manipuler et vous n'allez pas vous déplacer à la maison médicale de garde. Vous avez besoin d'un médecin qui vienne vous voir à domicile et d'une infirmière qui vienne pour vous administrer les soins qui ont été prescrits. Voilà, c'est ça, les réformes du système de santé dont on a besoin aujourd'hui en urgence. Ouais, et pour conclure, pour arriver à la fin de cette interview et revenir sur ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire que où on en arrive aujourd'hui, c'est que, je donne un exemple, à Bordeaux, faute de soignants et de personnel, la direction du CHU de Bordeaux a été obligée de recruter des bénévoles pour gérer l'accueil aux urgences de l'hôpital. Car voilà, 40% des médecins urgentistes sont sur le départ ou en arrêt de travail, en lien avec des burn-out, précisons-le. Donc voilà, vous n'avez pas intérêt à tomber malade entre 22h et après 22h et jusqu'aux horaires du matin, puisque il n'y a plus d'urgence à Bordeaux. À Bordeaux, c'est même pas un désert médical. Voilà, on en arrive. Et puisque vous faisiez le lien avec les professeurs tout à l'heure, je pense qu'en effet, c'est un système presque plus global. En fait, la médecine fait partie d'un des services dévassés, mais l'éducation nationale, comme vous le disiez également. On avait déjà cité ici, dans une autre interview, le problème des speed dating, notamment à Versailles, pour trouver des professeurs, puisqu'il n'y a pas assez de professeurs qui souhaitent travailler l'année prochaine. Donc, on passe du speed dating avec des gens qui n'ont même pas les formations pour, en 30 minutes, on trouve le professeur de l'année suivante. Et puis, on propose également maintenant des cours à distanciel pour combler le vide de cette éducation nationale. Voilà, on en est pour l'éducation nationale, mais on en est aussi chez les soignants, où maintenant, on va faire appel à des bénévoles pour soigner, pour être dans les urgences. C'est quand même gravissime, Christophe Prudhomme. Oui, vous citez Bordeaux, mais enfin, une autre grande métropole ferme la totalité de ses services d'urgence la nuit, qu'ils soient publics ou privés, c'est Grenoble. Dans la Start, tous les services d'urgence vont être fermés la nuit. Voilà, il faut être clair aujourd'hui. Il faut que vos auditeurs le comprennent. Soit c'est le monde libéral et on va évaluer vers un système à l'américaine, soit on rétablit un service public de plein droit, financé en totalité par la sécurité sociale. Voilà, il faut être clair. Soit d'un côté, c'est le monde du business avec les assurances et des soins de qualité pour ceux qui peuvent se les payer et pour les autres, comme aux États-Unis, la catastrophe avec une surmortalité majeure. Il faut savoir qu'aux États-Unis, du fait de la dégradation de leur système de santé, de l'impossibilité pour une bonne partie de la population de pouvoir se soigner, il y a une baisse de l'espérance de vie depuis 2014 aux États-Unis. Oui. Depuis 2014, 60 000 morts par overdose, et ce ne sont pas les toxicomanes, c'est des gens qui n'ont pas les moyens de se faire soigner et qui traitent uniquement le symptôme qui est la douleur. Donc, ils commencent à prendre du paracétamol, puis après des analogues de la morphine, ils augmentent les doses et ils meurent d'overdose. 60 000 morts par overdose de médicaments aux États-Unis, 2 fois plus que le nombre de morts par arme à feu. Voilà le modèle de M. Macron. Et ben, c'est sûrement pas ça que la majorité de la population souhaite en France. Elle veut avoir un médecin traitant
à proximité de son domicile, un hôpital ouvert 24 heures sur 24 avec un service d'urgence pas trop loin de chez lui. Et puis, vous savez, on parle beaucoup des services d'urgence, mais cet été, nous sommes très inquiets pour les femmes qui vont accoucher. Pour les maternités, parce qu'il y a des maternités qui commencent à fermer aussi. Oui, donc, vous voyez bien, l'effondrement du système de santé nécessite autre chose que le rapport de M. Braun, que la poursuite de la politique. Vous voyez, M. Macron arriverait, mais M. Macron a un bilan. 5 ans. 5 ans de poursuite et d'accélération de destruction de l'hôpital public. Il faut stopper ça. Et vous savez, moi je pense que sans révolte de la population, à un autre niveau que ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes, avec les soignants qui, comme nous, veulent se battre, il n'y a que ça qui permettra de faire reculer ces gens qui ne pensent qu'au pognon, qu'à l'argent, et qui sont en train de détruire un service public essentiel. Vous savez, la santé, c'était un slogan que nous crions dans la rue en 2019 et qu'on continue à crier. C'est la santé n'est pas une marchandise, l'hôpital n'est pas une entreprise. Voilà, c'est ça le choix aujourd'hui qui doit être fait et non pas ce que nous propose M. Macron avec son petit soldat qui est M. Braun, que j'appelle même plus docteur parce que vu ce qu'il nous propose, vraiment, ce n'est plus un médecin. Il a perdu tout ce qui doit... Tout ce qui fait un médecin aujourd'hui, l'humanisme, la déontologie, s'occuper des gens et ne pas penser qu'aux enjeux de pouvoir, à la politique et être le valet d'un monsieur Macron qui ne pense, je vous le dis, aujourd'hui qu'à faire que la santé devienne un grand business. On a parlé de l'orgie pour les personnes âgées et la santé aujourd'hui pour M. Macron, c'est du business. On a bien compris, merci beaucoup Christophe Prudhomme. Et puis on vous fait confiance, en tout cas on vous suit et on va continuer de vous relayer pour stopper l'hémorragie, notamment de cet hôpital en danger. Et donc nous sommes tous en danger si l'hôpital est en danger, c'est ça aussi qu'il faut rappeler. Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci encore à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.